Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio pour encore une édition de Buonasera Calcio. 30 minutes pour discuter de foot comme d'habitude. Et donc hier, bien entendu, c'était la dernière demi-finale de la Ligue des Champions. Donc bien sûr, on va en discuter. Ce soir, il y a encore des demi-finales de Coupe d'Europe avec la Conference League et l'Europa League. Je vois d'ailleurs que Forza Juve dans les commentaires n'est pas super d'accord avec la compo, a priori, de la Juve. Effectivement, je l'ai regardé, c'est bizarre. C'est effectivement bizarre. Ils sont en demi-finale retour de Ligue des Champions. Et c'est vrai que Allegri fait des choix un petit peu particuliers, en tous les cas, pas les titulaires qu'on pouvait attendre. Donc voilà, mais on va en reparler peut-être un petit peu plus tard. Donc voilà, pour l'instant, on va se concentrer sur la Champions League et les deux matchs qui étaient intéressants pour l'un et spectaculaires pour l'autre, on va dire. Donc j'ai titré l'émission de ce soir un historique et un novice en finale de Ligue des Champions, effectivement. L'Inter et Manchester City, c'est deux styles complètement différents, hein. Effectivement, un club historique a gagné sa première Ligue des Champions dans les années 60, et puis un club complètement novice à ce niveau-là, qui depuis 15 ans fait des investissements qui sont astronomiques, hein. Il faut bien comprendre que, par exemple, Manchester City a investi bien plus que le PSG depuis le début de son histoire. Donc c'est des investissements qui sont stratosphériques. Quand on voit les salaires de l'effectif, c'est complètement dingue. Donc effectivement, c'est le choc des cultures. Je voyais un post tout à l'heure sur Internet qui disait que je crois que l'effectif de Manchester City qui va se présenter en face de l'Inter a coûté 895 millions d'euros, je pense. Et l'effectif de l'Inter qui va se présenter en face a coûté 295 millions d'euros, je crois. Donc il y a quasi, je crois qu'il y a 600 millions d'euros d'écart dans l'effectif. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est bien plus que l'effectif du Paris Saint-Germain. C'est pas Manchester City sont sur une planète où ils sont absolument tout seuls. Ils ont dépensé plus de 2 milliards de livres sterling pour construire cette équipe au fil des années, des 15 ans qui sont là. Parce qu'on est en 2013, ils reprennent le club en 2008, ils reprennent le club un petit peu avant le Paris Saint-Germain. Donc effectivement, c'est incroyable l'argent dépensé par Manchester City et Abu Dhabi pour réussir à faire 2 finales de Champions League en 15 ans. Donc voilà, bon, vous jugerez. Si c'est ce que j'en parlais avec des gens avec qui je parle, des amis avec qui je parle de foot tout le temps. Je sais pas s'il y a des gens qui pensent que Manchester City est différent du Paris Saint-Germain. C'est exactement la même chose en plus dépensier, et c'est vrai, réussi en revanche. Pourquoi ? Parce qu'il y a on va dire au moins quand on regarde un match de Manchester City, il y a un fond de jeu. Ça change pas que c'est exactement le même type de club, sauf que Paris avait un peu plus d'histoire, on va dire de palmarès, que Manchester City quand les Qataris l'ont racheté. C'est la grosse différence entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Une histoire récente, parce que Manchester City avait gagné une Coupe d'Europe, c'est une Coupe des Coupes, je crois, mais c'est dans les années 60, et puis un ou deux championnats dans les années 50. Donc voilà, on parle d'un palmarès qui est très très ancien. Le Paris Saint-Germain avait un palmarès beaucoup plus récent, avant que le Qatar reprenne le club. Donc c'est vraiment le même plan de développement, en fait, hein. C'est pas du tout, faut pas se dire que Manchester City a tout compris et que Paris Saint-Germain a rien compris. C'est exactement la même chose. Ils ont dépensé, Paris a certainement dépensé moins que Manchester City. Un petit point dans les commentaires, parce qu'il y a une question intéressante. Forza Juve qui nous dit: petite devinette, un seul joueur de City et de l'Inter l'a déjà gagné. Saurez-vous le trouver? Tu veux dire un seul joueur à un but près, City égalisé la plus lourde défaite du Real en Ligue des Champions? Oui, le 5-0. D'ailleurs, Milan leur a mis 5-0. La plus grosse défaite du Real en Ligue des Champions, c'est le Milan qui leur met 5-0. Et je crois que c'est dans les années 90. Donc voilà. Ou dans les années 80. Non, c'est dans les années 80. C'est quand Milan revient, c'est en 89, je crois. Ou 90. L'un ou l'autre. Enfin, c'est fin des années 80.
Donc, petite devinette, Forza Juve, voilà, 89. Merci, tu vois, je m'en souviens encore, hein, le 5-0 contre Milan. Ça fait partie une des raisons, ce match-là est une des raisons pour lesquelles je suis un tifoso du Milan depuis ces années-là, c'est-à-dire 87, 88, 89, c'est là où je suis tombé dans la marmite et c'était terminé, ma vie a changé à ce moment-là. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, la petite devinette, c'est un seul joueur de City et de l'Inter l'a déjà gagné. C'est donc sur les deux effectifs, tu poses la question là, Forza Juve, sur les deux effectifs, il n'y a qu'un seul joueur qui a gagné la Champions League, hein, c'est ça ? Ouais, c'est intéressant. Je pense pas qu'il soit à City, ça m'étonnerait. Je vois pas qui a gagné la Champions League à City, je pense pas, à moins que ce soit un remplaçant du bout du banc, c'est possible. Mais sinon, donc ça veut dire qu'il est à l'Inter, et à l'Inter, c'est pareil, qui est-ce que ça peut être, je sais pas, ça doit être un remplaçant d'un club, Chelsea peut-être. Est-ce que, j'allais dire, c'est possible que ce soit un remplaçant de Chelsea? Bref. Ok. Écoute, si quelqu'un trouve dans les commentaires d'ici la fin du match, sinon tu nous donneras la fin de l'émission, sinon tu nous donneras la réponse. Bref, quoi qu'il en soit, commençons plutôt par le Real coule, entre parenthèses, enfin. Alors c'est un titre volontairement provocateur que j'ai mis pour traiter le premier sujet. Le Real s'est fait donc après une fessée hier. Je pense que j'ai pas besoin de raconter ce qui s'est passé hier soir. Je pense que tout le monde l'a vu. Le Real a pris 4-0 et c'est vrai que c'était on se disait que le Real était insubmersible, surhumain, cette équipe était une équipe de phénix qui, même menée, même à 2-0, je me disais, bon, ça se trouve, ils vont revenir, c'est possible. Et en fait, non, ils sont pas revenus, ils ont perdu les deux mi-temps 2-0, donc effectivement, ils se sont fait même balader, autant dans le premier match, en deuxième mi-temps, ils sont revenus avec d'autres intentions, et ils ont éteint complètement Manchester City, et c'est pendant... bon bref, finalement, ils se font égaliser, mais c'est assez fou de voir hier, pendant 90 minutes, le Real se faire balader à gauche à droite. Moi, il y a un joueur qui symbolise un petit peu la fin d'un cycle pour moi, et hier soir, ça a été vraiment criant. C'est Luka Modric. Là, je suis désolé, mais autant Luka Modric, quand il est en Espagne, le rythme est tellement lent de la Liga, hein, parce que c'est vraiment lent la Liga, que c'est technique, très technique, mais c'est très lent. Que effectivement, il a le temps en fait de jouer dans un fauteuil. En revanche, c'est vrai que en Champions League hier soir, ça s'est vu, il a raté quasi tout, il n'y a pas une passe qui est arrivée correctement, en tous les cas une passe ambitieuse, hein, je parle, hein, parce que bon, faire une passe à son gardien, il en a réussi une ou deux, hein, ça d'accord, mais sinon, effectivement, tout ce qu'il a tenté, Modric, a échoué à peu près, et c'est très très rare hein, de voir ça. Luka Modric, c'est pas du tout le genre, au contraire, quand c'est plutôt le rocher auquel on s'accroche. Quand on est dans la tempête, Luka Modric est vraiment quelqu'un qui, quand on sait pas trop quoi faire, on lui passe le ballon, normalement il le nettoie, il en fait quelque chose de constructif pour l'équipe. Là, ça n'a pas du tout été le cas, vraiment, il s'est fait éteindre. Et c'est vrai que c'était assez spectaculaire de le voir complètement perdu et agressé par le milieu de Manchester City, et techniquement faire des erreurs, des fautes techniques. Modric est très rare. Hein. Un petit commentaire, de toute façon, à part Courtois et ses arrêts fantastiques et le pauvre Camavinga, on n'a vu personne côté Real. Oui, c'est vrai. De surcroît, Ancelotti avait fait le choix de ne pas faire jouer Rudiger, qui avait fait un match aller vraiment impressionnant avec Erling Haaland. Alors, Erling Haaland, ça fait 2 matchs hein, qu'on ne le voit pas du tout. Il n'existe pas. Contre le Real, il n'a pas existé. Voilà, c'est comme ça. Après, effectivement, ça n'empêche que...
que le résultat est là quand même, mais il n'a vraiment pas existé. Alors pas du tout au premier match, au deuxième match il existe un tout petit peu plus, mais c'est pas... voilà, si on regarde la qualité de son match en entier, c'est très très pauvre, on le trouve quasi pas, peu importe le résultat final. Donc c'est vrai que, est-ce que Rudiger aurait changé le match? Je suis pas sûr, parce que je crois que Militao a vraiment fait le job avec Erling Haaland. Donc bon, je sais pas. Voilà. Je pense que de toute façon, tous ces joueurs en première mi-temps, les 2 buts de Bernardo Silva ont été décisifs et c'était fini. Je pense que le Real devait marquer en premier dans ce match-là. Ils l'ont pas fait, c'était terminé derrière. Et effectivement, Toni Kroos, il a mis une énorme frappe sur la transversale, mais il n'a pas du tout rayonné sur le milieu de terrain. Luka Modric, on en a parlé. Karim Benzema n'a quasi pas été trouvé. Et puis, quand il a été trouvé, c'était toujours été dans des situations très compliquées où il lui était impossible de faire des différences. Rodrigo Vinicius, Walker a éteint Vinicius, hein, franchement là sur ce match retour, comme il l'avait fait avec Kylian Mbappé, donc c'est voilà, ils avaient mis un plan anti-Vinicius où dès que, bon alors il le prenait avec sa vitesse si jamais il partait, donc ça c'est déjà un truc, et ensuite c'est vrai que dès qu'il était en face à face, il y avait 2-3 joueurs qui venaient serrer très très fort sur Vinicius, donc c'était terminé, la plupart du temps il perdait la balle, et c'était fini. Rodrigo a fait ce qu'il pouvait, voilà, mais bon, Rodrigo, c'est quand même pas non plus la superstar du Real. À partir de ce moment-là, Carvajal, lui, s'est fait, alors là, autant il avait été très limite au match aller, et il avait réussi à, comment dirais-je, contenir Jack Grealish. Là, Jack Grealish, il lui a tout fait, enfin, il a pas forcément fait des différences en 1 contre 1, mais en fait, il a centré autant qu'il voulait. Il gardait la balle autant qu'il voulait. Bref, Carvajal avait très très peur de Grealish et n'arrivait pas à trouver la bonne distance avec lui. Ce qui fait que, ok, il se faisait jamais dépasser vraiment, mais Grealish pouvait quand même centrer ou faire des passes. Donc ça servait pas à grand chose d'être devant lui, puisque ça ne l'empêchait pas, la communication avec le reste des joueurs. Donc voilà. Mais bon, on va faire un petit point aussi sur Manchester City. Au Real, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont été absents, comme tu le dis, comme c'est dit dans les commentaires. C'est vrai que Courtois était blessé a priori, mais a quand même fait des arrêts incroyables en première mi-temps, parce que ça pouvait faire 4 ou 5-0 en première mi-temps. Hein. Donc c'est déjà pas mal. Et alors, un petit commentaire, City est sur une série de ouf en Ligue des Champions, seuls le Bayern et le Barça sont devant eux. Ouais, effectivement. Écoutez, hein, voilà, est-ce que City va réussir à battre ce record? En même temps, c'est l'équipe qui a coûté probablement le plus cher de tous les temps, hein, donc finalement c'est potentiellement un petit peu normal, donc voilà. Les gens qui disent que Guardiola vraiment fait un jeu absolument incroyable, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais il a des joueurs aussi absolument incroyables. C'est-à-dire que les buts qui sont marqués hier ne sont pas des buts qui sont simples à marquer. C'est pas des buts que j'en parlais avec mes amis de Radio Merguez & Co, RMC, enfin Radio Merguez & Co, c'est comment dirais-je, les lettres sont les mêmes, mais c'est pas du tout la même chose, qui ont un podcast de foot aussi, mais pas que, de Formule 1, de cyclisme, de rugby. Si jamais vous êtes omnisport, n'hésitez pas à aller voir Radio Merguez & Co. En l'occurrence, donc j'en parlais avec eux sur le groupe Radio Merguez, et c'est vrai que je disais, Guardiola a un fond de jeu incroyable, mais il a un fond de jeu incroyable parce que il a un jeu incroyable, son équipe a un jeu incroyable, mais parce qu'il a aussi des joueurs absolument incroyables. Les buts marqués hier lors du match, ont été des buts, surtout les 2 premiers, mais surtout le premier, par exemple, on prend le premier qui est anodin, mais c'est pas Bernardo Silva et Kevin De Bruyne qui jouent cette action, il n'y a pas but en fait, parce que la frappe de Bernardo Silva, elle est incroyable, il fait croire qu'il va frapper deuxième poteau, et en fait, tout d'un coup, il ferme son pied, il lui met le lucarne d'ailleurs, tu vois que Courtois, il part à droite, et que voilà, il est pris. La passe de Kevin De Bruyne, elle est pile poil dans le tempo, il prend la balle, bam, il la retransmet, et elle passe, je sais pas si vous avez vu, mais elle passe à 5 cm des 2 chaussures des 2 défenseurs.
Donc c'est une passe incroyable qu'il fait pour Bernardo Silva. Et après, au milieu de terrain, vous avez des Rodri, vous avez des Gundogan, oui, peut-être il a progressé, mais Gundogan, quand il jouait en Allemagne, enfin, je veux dire, il est champion du monde. Il n'a pas attendu Guardiola pour avoir été champion du monde, avoir fait une finale de Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund, etc., etc. Donc, faut arrêter de dire que Gundogan, avant Guardiola, il n'existait pas. Bien sûr qu'il existe avant Guardiola. Tous les joueurs que Guardiola a recrutés pour des sommes stratosphériques, hein. C'est-à-dire que chaque joueur, si on les prend, ils valent dans les 80 ou 100 millions. Hein. Ils ont tous été recrutés pour 80 ou 100 millions. Et le salaire qu'ils ont, et c'est ce que je disais aussi, le salaire qu'ils ont, c'est quasi tous les joueurs que vous avez vus sur le terrain, là, sont au-dessus des 10 millions d'euros par saison. Donc, c'est des salaires qui sont stratosphériques pour tous les autres clubs du monde. Hein. Donc voilà, alors c'est vrai, il y a 2-3 élus du style Chelsea, Manchester City, Manchester United, qui peuvent rivaliser sur les salaires, mais pas à ce point-là, pas à ce niveau-là. C'est impossible d'avoir une équipe qui coûte aussi cher pour n'importe quel autre club sur la planète. Donc oui, Guardiola, voilà, et Guardiola, si on se souvient hein, de cette équipe de 2011, donc l'équipe de 2009 et l'équipe de 2011, les deux seules équipes avec lesquelles il a gagné une Ligue des Champions, le Barça de 2009 et le Barça de 2011, il a les meilleurs joueurs de la planète pour gagner 2 Ligues des Champions. Il le fait, c'est fantastique, bien sûr, je suis pas en train de dire que voilà, son Barça qui rencontre le Manchester United de Ferguson en finale et qui les déglingue complètement est extraordinaire, avec David Villa, avec Pedro, avec Messi, avec Xavi, Iniesta, Busquets, Dani Alves, Alaba, etc., etc. C'est une équipe stratosphérique. Il n'y a pas mieux au monde, en fait, à l'époque. Hein. Il faut savoir que, enfin, je sais pas, c'est le squelette de l'équipe d'Espagne qui gagne l'Euro, la Coupe du Monde, puis l'Euro à nouveau. Enfin, il n'y a pas de... En gros, Guardiola te dit... Moi, j'ai un jeu supérieur, je suis le meilleur entraîneur du monde, etc. Mais il ne le fait qu'avec les meilleurs joueurs de la planète. Et ceux qui coûtent le plus cher. Donc, je veux bien, mais c'est vrai, il y a quelqu'un qui a fait une remarque sur le jeu de Guardiola qui disait, mais qui prennent un petit club en série B, en série C ou en série D, en série A, et qu'il la fasse remonter jusqu'en série A et qu'il gagne une Coupe d'Europe avec... Là, je dirais, Guardiola, c'est le meilleur entraîneur du monde, il n'y a aucun problème. Mais à partir du moment où tu gagnes que quand tu as la meilleure équipe qui coûte le plus cher avec les plus gros salaires, etc., etc., t'es juste quelqu'un qui arrive à faire jouer très très bien des joueurs qui sont extraordinaires déjà. Donc je suis désolé, mais tous les joueurs de City là sont, oui, Stones a progressé. Oui, peut-être il les fait un peu progresser, ça c'est vrai, c'est la réalité, je suis d'accord avec vous. Ça change pas que Stones, je sais pas combien il l'a recruté, mais il faut regarder. Si Stones il l'a payé cette somme-là, il me semble que c'est dans les 80, ou 85, alors je te parle même pas de Ruben Dias qu'ils ont payé quasi 100 millions, etc. Peut-être ils ont progressé, ça change pas que quand ils les recrutent, ils sont déjà très 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 forts, c'est le très très haut du panier. Donc voilà, oui, il prend pas Messi, oui, il prend pas Neymar, oui, il prend pas Kylian Mbappé parce que il aime pas gérer les égos, on l'a vu avec Ibrahimovic au Barça justement, ça change pas que voilà, il ne gagne qu'avec la crème de la crème. Parce qu'après, entre-temps, il a eu le Bayern. Le Bayern, c'est pas une petite équipe. Hein. Le Bayern de Jupp Heynckes en 2013 qui écrase tout le monde. Il arrive juste après, pendant 3 saisons, il gagne pas la Ligue des Champions. Donc voilà, donc c'est 55,6 John Stones. Bon, c'est quand même pas peanuts, quoi. Je veux dire, voilà. Qui sont les clubs qui recrutent à 55 millions un défenseur central? Il y en a pas beaucoup. Hein. Donc voilà, allez, je fais un petit point dans les commentaires parce qu'il y en a plein et c'est très intéressant. Tac. Il y avait eu un reportage sur Canal de Guardiola. Le mec, c'est ouf niveau schéma tactique. Ok, d'accord, mais il le fait que donc avec la crème de la crème, on est bien d'accord. Il essaye tout comme un cuisinier avant d'avoir enfin la bonne recette. Pour moi, il est surcoté, Guardiola. Sans mettre les sous, il est pas bon. On l'a vu avec le Bayern en Ligue des Champions. Donc voilà. En 2016, donc, il devait être tout jeune.
Qui ça? Ah, John Stones. Ouais, absolument. Donc, il était jeune et il a coûté 55,6 millions d'euros ou de livres. Je sais pas si c'est des livres sterling. Bon, on va dire que c'est à peu près pareil. Au pire, ça fait 60. Mais c'est quand même pas un petit joueur, quoi, John Stones. Ruben Dias, j'en parle pas. Erling Haaland, le salaire qu'ils lui ont donné, attention, hein, les yeux. Ok, ils l'ont payé 70 ou 80, mais c'est parce qu'il y avait une clause libératoire. Mais ils étaient prêts à le payer 200, hein, c'est pas le problème. Hein. Ils voulaient recruter 120 millions d'euros, comment il s'appelle, Harry Kane, à la place de Erling Haaland. Non, Jack Grealish, ils l'ont recruté 110 millions. Enfin bon, est-ce que Jack Grealish vaut 110 millions? Bah non, je suis désolé, c'est un bon joueur, mais enfin rien de fou. Ils ont racheté Bernardo Silva, 80 millions ou 60 millions à Monaco, etc., etc. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Riyad Mahrez, combien ils l'ont payé à Leicester quand il était meilleur joueur de Première Ligue? Attention, quand il vient à Manchester City, Riyad Mahrez, il est meilleur joueur de Première Ligue. Donc, en fait, c'est pas... Les gens, ils disent « Ah oui, mais il a pas des stars. » Non, mais attendez, il a pas des stars. Et bien sûr qu'il a des stars à tous les postes, et en plus, il gagne pas. La dernière fois qu'il a gagné, c'était il y a 12 ans. Et ils ont dépensé 2 milliards d'euros Manchester City pour réussir à fabriquer une équipe à 900 millions d'euros là, à l'heure actuelle, pour réussir à faire 2 finales de Champions League en 15 ans. Bon, bah écoutez, moi je ne sais pas si réellement c'est une réussite. Je dis c'est bien, en ce moment c'est les meilleurs. Voilà, entre 75 et 80 millions d'euros pour Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, c'est la même chose, hein. Quand il est recruté, à l'époque, il est à Chelsea, je crois, et il est ultra fort. Il a fait une saison de fou dangereux à Wolfsburg. Donc, ce ne sont que des super joueurs qu'il prend, et même comme ça, franchement, il n'a pas des résultats fantastiques en Ligue des Champions. Moi, je suis désolé, mais le Barça de 2009 et de 2011... c'est une des meilleures équipes de l'histoire du football. Donc oui, il gagne 2 Ligues des Champions en 3 ans. Mais c'est une des meilleures équipes de l'histoire du football, avec le Milan d'Arrigo Sacchi, avec l'Ajax de Johan Cruyff, avec, je sais pas, le Bayern des années 70, etc. C'est-à-dire que ça fait partie du Gotha du football mondial, de tous les temps. Donc, je sais pas, c'est ok, c'est bien, il en gagne 2, mais avec des joueurs complètement stratosphériques. Et là, s'il gagne cette année, je suis désolé, peut-être il va le faire. Alors là, s'il le fait pas, là vraiment, c'est un scandale. Mais s'il le fait, bah, c'est pas forcément extraordinaire. C'est normal, en fait. Je trouve ça normal. Donc voilà. Mais ça joue bien au foot. Ça, c'est cool. Björn le Grolandais, ça fait plaisir. Bonjour, hello cousin Merguezer, pareil pour toi, ça va. Ederson, tout jeune, 40 millions, le seul joueur bon marché. Prix, c'est Akanji, oui, effectivement. Absolument, c'est vrai, Akanji qui était quand même une valeur sûre en Allemagne. Hein. Alors, quand il le recrute à la fin, il est pas en odeur de sainteté, mais il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Et c'est vrai, Akanji, c'est pas non plus fou. Ederson, effectivement, a été recruté très très cher pour son jeu au pied et 40 millions d'euros pour un gardien à l'époque, c'était incroyablement cher. Non, tout est cher à Manchester City. Ils ont des résultats, c'est cool, mais voilà. Je pense en revanche que, ouais, sur le banc, t'as Foden, bon, ok, formé au club, Foden, bon, bah c'est cool. Mahrez, Laporte, etc., etc. Enfin bref, quand tu regardes le banc, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, Julian Alvarez, 100 millions d'euros encore, à l'intersaison. Non mais je veux dire, 100 ou 110 millions d'euros, le gars est remplaçant. Ils ont Mahrez qui a été élu meilleur joueur de Première Ligue sur le banc, ils ont Julian Alvarez, 110 millions d'euros, champion du monde en titre, là, il y a peu de temps, etc. Titulaire en équipe d'Argentine, hein. Le mec fait une Coupe du Monde qui est vraiment très bonne, enfin, c'est pas non plus, mais il est bon. Donc voilà, donc en gros, je suis désolé, mais pour moi, il n'y a rien de ouf. Voilà, les équipes de Guardiola jouent bien, c'est vrai, ça, on ne peut pas dire. Surtout qu'il a su un peu faire la transition vers justement le jeu de transition, un jeu beaucoup plus vertical, même s'il a la possession de balle. Donc c'est vrai que c'est plus agréable à regarder que son Barça 2009-2011, qui était... pour moi, en tous les cas, soporifique au possible. Mais bon, après, c'était personnel. Donc voilà, donc oui... Le Real coule enfin, je pense que c'est la fin d'un cycle pour le Real. Ils ont renouvelé beaucoup de leur cadre. Si on regarde l'équipe d'hier soir, entre les Valverde, les Camavinga,
donc Rodrigo, Vinicius, Militao, Rudiger, etc., etc. Sur les ailes, Camavinga, donc on l'a déjà dit, mais aussi Alaba, etc., etc. Je pense que il y a juste le latéral droit, le numéro 9 et les 2 titulaires au milieu de terrain qu'il faut encore changer, parce que sinon tout le reste a été remplacé finalement. Hein. Il n'y a plus grand monde du Real des années du triplé en Ligue des Champions. Tout le monde est plus ou moins parti, mais c'est vrai qu'il leur faut un grand neuf, il leur faut 2 milieux de terrain titulaires vraiment. C'est-à-dire, là pour l'instant, ils considèrent que c'est Tchouaméni, Camavinga, mais comme Camavinga joue à gauche parce que Ferland Mendy est blessé, bref, il leur en faut un autre, vraiment titulaire. Tchouaméni, pour l'instant, n'a pas réussi à s'imposer. Il l'a fait beaucoup l'année dernière, mais là, cette année, il a beaucoup plus de mal. Et puis, en défense centrale, ça va. Ils ont 3 très bons défenseurs centraux, donc c'est cool. Mais il n'y a pas vraiment de titulaire latéral gauche et il n'y a pas de titulaire latéral droit. Et il n'y a même pas de remplaçant parce que Carvajal, pour moi, en fait, ce serait bien qu'il s'en aille. Donc le Real a besoin de se renouveler encore. Ils ont renouvelé quand même 60% de l'effectif, en fait. En fait, pas vraiment 60% de l'effectif, mais on va dire 60-70% des titulaires. Mais il leur manque encore 30-40% des titulaires, plus un banc. Parce que pour l'instant, le Real n'a pas de banc. Franchement, les Ceballos, Asensio, tout ça là, c'est vraiment pas terrible. Lucas Vazquez, tout ça, c'est pas un banc digne du Real. Donc voilà. Ok, il y a Tchouaméni sur le banc. Donc ça, c'est pas mal. Quand il rentre et qu'il remplace Kroos ou Modric, c'est quand même pas mal. Alors, et les remplaçants sur le banc, oui. Alors, Hazard, effectivement, bon, bah d'accord. Mais bon, je considère même plus que c'est un joueur de foot. Donc, je peux pas te dire. Donc, voilà. Un petit point dans les commentaires. Ce que fait Inzaghi avec l'Inter est beaucoup plus impressionnant, par exemple, que ce que fait Guardiola. Je suis absolument d'accord avec toi. Alors là, réellement, Inzaghi, surtout qu'en plus il a traversé des périodes très très compliquées, ça va être très bien parce que ça va nous faire la transition vers l'Inter 13 ans après qui se retrouve en Ligue des Champions. Inzaghi a fait quelque chose, là il arrive, il a enfin sublimé son 3-5-2. Il a pris des choix vraiment difficiles. Hein. Alors bon, Skriniar est blessé, ça facilite les choses, mais finalement, quand on regarde Skriniar, on pensait que c'était impossible de jouer sans Skriniar. La défense centrale avec Acerbi, Darmian et Bastoni, c'est incroyable. Ça peut être aussi Di Marco. Bref, c'est vraiment incroyable cette défense centrale. Les deux latéraux, enfin les deux pistons, donc Di Marco et Dumfries, c'est vraiment exceptionnel. Le milieu de terrain, Mkhitaryan, Barella et Çalhanoğlu, incroyable. Et quand t'en as un qui est un peu fatigué, il faut rentrer Brozovic. Donc voilà, c'est horrible. Et puis en attaque, vraiment, Lautaro Martinez, Dzeko, ça marche ultra bien. Et après, t'as encore Correa et... pas Correa, pardon. Correa et Lukaku. Donc c'est vraiment incroyable. Cette équipe est incroyable. Il a réussi à en faire une machine de guerre. Et je pense, je suis pas en train de dire que l'Inter va gagner, parce que bien sûr qu'ils ont 20% de chance contre cette équipe de City qui est un rouleau compresseur. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise équipe. Juste que Guardiola n'y arrive qu'avec une équipe qui est 3-4 tons au-dessus de tout le monde, en fait. C'est ça que je suis en train de dire. Donc voilà, cette équipe est incroyable et probablement elle a 80% de chances de gagner la Ligue des Champions, sa première Ligue des Champions. Mais l'Inter a beaucoup plus de répondants physiques que le Real et je pense qu'ils ont les moyens de mettre en difficulté Manchester City et de les emmener dans un endroit où Manchester City n'aime pas aller, c'est-à-dire un défi physique incessant. Il est très possible qu'on ne voit pas un match très très joli en finale, et c'est possible que si effectivement le match est sale, entre guillemets, ça va bénéficier à l'Inter, vraiment. C'est pas quelque chose qui est impossible. L'Inter a des chances de gagner cette Ligue des Champions parce que je pense que c'est exactement le poil à gratter qui va faire déjouer Manchester City. Donc voilà, on verra si vraiment Manchester City est très très au-dessus, on verra bien, mais j'ai pas l'impression que l'Inter va se faire balader comme le Real. Bien sûr, City va dominer, mais dominer n'est pas balader une équipe. Le Real hier s'est fait tourner en bourrique, voilà, enfin il n'y avait pas à discuter. L'Inter sait subir.
est une équipe de contre incroyable. Ils ont des joueurs incroyables pour ça. Lautaro Martinez est à un niveau stratosphérique, là, vraiment. Donc, Dzeko aussi. Enfin, bref, tout le monde est vraiment à son meilleur niveau en ce moment. Donc, ils ont des chances. Et c'est vrai que j'ai même pas encore parlé du Milan, mais très clairement, sur ces deux confrontations, on n'était pas au niveau. Il n'y a pas à discuter, c'est même pas... voilà, ça, très honnêtement, ça pique parce que c'est l'Inter. En tant que supporter du Milan, c'est très désagréable parce que c'est l'Inter. Mais si ça avait été le Bayern ou n'importe quel autre club, je dis n'importe quoi, Liverpool, même bon City, voilà, mais même City ou le Real, en fait, perdre en demi-finale, honnêtement, ça m'aurait rien fait et j'aurais été très très content déjà d'être allé en demi-finale. Personne ne voyait Milan là. Ce groupe n'est pas fait pour être en demi-finale de Ligue des Champions. Ils ont surperformé. L'année dernière, ils ont été champions. C'était une surperformance. Cette année, ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. C'est une surperformance. Quand vous regardez les joueurs que Milan a, ce que fait Pioli, c'est incroyable. Et par exemple, je le redis, mais ce que fait Pioli avec le groupe qu'a le Milan est bien plus impressionnant, tout comme Inzaghi, que ce que fait Guardiola. Je suis désolé, Guardiola avec l'équipe du Milan, là, les joueurs du Milan, je ne sais pas ce qu'il fait, mais je vous garantis que ça ne donne pas ce que fait Pioli. Donc voilà. Bjorn le Grolandais qui nous fait tous les remplaçants du Real. Mariana Diaz, effectivement, c'est plus que léger. Oui, c'est très très léger, effectivement. Forza Youth qui nous dit Scott Carson, le joueur qui a déjà gagné avec des champions, il était impossible à trouver. Ah oui, effectivement, il l'a gagné avec qui? Chelsea? Ouais. Et pas un bon souvenir pour toi, lol. Scott Carson, non. Ah non, donc avec Liverpool. Ah ouais, c'est ça? Ouais. J'espère que City va pas gagner. Et Bjorn le Grolandais qui dit Maignan devient stratosphérique. Effectivement, Maignan et Courtois sont pour moi les deux meilleurs gardiens du monde à l'heure actuelle. Il n'y a pas au-dessus. Il nous a encore sorti des arrêts de l'espace contre l'Inter. Vraiment, alors c'était n'importe quoi. Heureusement, parce qu'on aurait pu prendre encore une rouste au match retour. Donc voilà, c'est très bien qu'il ait été là. Je vous laisse, je vais subir le Allegri Ball. Vas-y, bah écoute, bon courage Forza Youth, de toute façon on a bientôt terminé. Le truc c'est que oui, Milan n'est pas au niveau. Milan a surperformé à tous les niveaux et c'est vrai que c'est un peu déceptif à cause de l'Inter, mais pas à cause des performances. On n'est pas encore là. D'ici 2-3 ans, on est très en avance sur le projet. En fait, le projet milanais a repris vie en 2019. Et c'est vrai que 2018-2019, quoi, saison 2018-2019, et tout est en avance en fait. C'était plus dans 5 ans on joue le titre et puis ensuite on joue la gagne en Ligue des Champions dans 6-7 ans, un truc dans le genre, hein, ce qui était dans l'esprit des propriétaires. Ou peut-être dans 3 ans, on joue le titre, mais c'est pas forcément qu'on le gagne. Et puis dans 5 ou 6 ans, on joue le titre en Ligue des Champions, ou en tous les cas, on est dans le dernier carré ou dans les derniers 8, quoi. Et là, en fait, tout s'accélère. C'est-à-dire qu'on gagne le titre beaucoup plus rapidement que prévu. Et puis l'année suivante, on est en demi-finale de Ligue des Champions. Donc c'est très très bien. Mais les gens deviennent très très exigeants avec Milan, alors qu'ils sont pas du tout structurés pour ça. Enfin, je veux dire, on a Messias à droite en demi-finale de Ligue des Champions. Je le répète, c'est un livreur de pizza il y a quelques années. Il y a 5 ou 6 ans. Messias jouait en série D et il était livreur de pizza. Donc c'est ça en fait le truc, c'est que est-ce que Saelemaekers, quelqu'un le connaissait avant? Est-ce que Brahim Diaz, quelqu'un l'avait vu jouer au Real? Est-ce que, je sais pas, qui est-ce que je pourrais prendre? Est-ce que Pierre Kaloulou, quelqu'un l'avait vu jouer au football avant que Milan le recrute? Enfin, etc. Je pourrais en citer plein des joueurs comme ça. Hein. Ce sont des gens qui ne sont pas prévus pour être à ce niveau-là, que Milan a façonné pour être à ce niveau-là. Et le problème, c'est que c'est... Ouais, alors juste, je lis les commentaires en même temps. Léao, grosse erreur de l'avoir mis titulaire. On voyait bien qu'il n'était pas à 100%. Je suis tout à fait d'accord. Alors là, je pensais qu'il pouvait revenir. Hein. Sa première accélération m'a fait espérer, mais il en a fait qu'une parce qu'après, en fait, il pouvait pas. En 1 contre 1, il n'arrivait pas à faire de différence. C'était triste. En même temps que ce soit lui ou que ce soit Saelemaekers, mieux vaut que ce soit lui. Voilà. Au moins, je me dis peut-être sur un miracle, on sait jamais. Ça veut rien dire, on a un ancien maçon très bon chez nous. Ouais, effectivement, construit des murs. Et donc voilà. Donc oui, ce que je veux dire, c'est que Milan est très en avance sur le plan.
Et maintenant, ça rend exigeant les gens, mais on n'est toujours pas structuré pour ça, en fait. Ce qu'il faut, c'est que Milan arrive dans les 4 tous les ans, pendant au moins 5, 6, 7 ans d'affilée, pour pouvoir se construire un vrai effectif digne de gagner la Ligue des Champions. C'est pas le cas, on n'en est pas là, c'est la 2e année seulement qu'on est en Ligue des Champions, et si cette année, on termine pas dans les 4, c'est catastrophique pour le projet. Et là, on a 3 matchs compliqués, en tous les cas, un sur les 3 qui est très compliqué, puisqu'on va rencontrer la Juve, justement, de Forza Juve, et la Juve est très complexe, parce que oui, lundi, probablement la Juve va prendre 9 points de suspension, et donc va sauter du top 4, va redescendre 7e de Serie A, et le Milan va redevenir 4e, mais après, il faut encore que Milan gagne ses 3 derniers matchs, et quand on voit le match contre Spezia, que Milan perd 2-0, bah, on se dit pas qu'ils sont capables de battre la Juve, qu'ils sont pas capables de battre l'Hellas Vérone, et qu'ils sont capables de battre la Samp. Non, je suis vraiment pas sûr, moi. Donc voilà, donc si on gagne les 3 matchs, Milan sera 4e de Serie A et on sera en Ligue des Champions. Le problème, c'est qu'à côté, il y a la Roma aussi qui veut accéder à la Ligue des Champions, il y a l'Atalanta qui veut accéder à la Ligue des Champions, il y a la Juve qui veut, lui, accéder à la Coupe d'Europe, parce qu'après la sanction, bah, ils essaieront quand même d'aller en Europa League ou en Conference League, et c'est un gros souci de rencontrer une Juve qui sera en plus revancharde, parce que donc resanctionnée, alors qu'ils étaient 2e de Serie A. Donc voilà, bref, ça va être très compliqué pour le Milan. L'Inter a mérité sa place en finale, il n'y a même pas à discuter. Voilà, ils étaient mais 2 tons au-dessus du Milan. Après, quand on voit l'effectif, l'âge des joueurs, l'expérience, etc., ça n'a rien à voir avec le Milan. Donc voilà, on reviendra plus fort, plus tard. J'espère sincèrement pour la Serie A que l'Inter va gagner la Ligue des Champions. C'est pas grave, tant pis, s'il passe à 4 Ligues des Champions, bah, tant pis, je préfère encore qu'il passe à 4 Ligues des Champions que Manchester City en prenne une. Donc voilà, on verra bien. Voilà un petit peu le débrief de ces 2 demi-finales. Lundi, on parlera aussi des demi-finales d'Europa League et de Conference League. Voilà, Allegri, on verra si les paris d'Allegri ont marché ou pas. En attendant, je vous laisse aller profiter des matchs et puis bah écoutez, ça a été encore un plaisir de discuter avec vous. N'oubliez pas la chaîne YouTube de Buonasera Calcio pour revoir la vidéo que vous aurez dans 1 ou 2 heures. Les podcasts, Apple Podcast en particulier, mais pas que, Spotify, Deezer, etc. pour écouter Buonasera Calcio en podcast. Et bien sûr la chaîne Twitch, si vous avez envie de participer et de nous faire partager vos commentaires. Voilà. Mais écoutez, ça a été encore un plaisir de discuter avec vous. Et puis, n'oubliez pas, hein. Ciao les gars, ciao ciao.